La pédophilie est un des grands tabous de la société. Les pédophiles inspirent crainte et réprobation. Mais dans les dernières années, la recherche scientifique a permis de mieux comprendre ce qui cause cette attirance envers les enfants et comment mieux la traiter pour s'assurer qu'un pédophile ne passe jamais à l'acte. Xavier vit avec un lourd secret depuis des décennies. Un secret qu'il n'a jamais confié à sa famille ni à son conjoint. J'ai pris conscience très graduellement que j'éprouve une attirance émotionnelle et physique pour des mineurs. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est surtout sur le plan physique, les jeunes de 14 à 18 ans. Je sais également que je suis très vulnérable sur le plan émotionnel pour des garçons peut-être jusqu'à 8 ans. Xavier est pédophile. Il est attiré par les jeunes garçons bien malgré lui. Je vais tourner la tête, je vais être porté à regarder le jeune plus que d'autres et puis, bon, je dois me convaincre de ne pas le faire parce que c'est un peu évident, là. Pourtant, Xavier n'est pas un agresseur. Il n'a jamais commis d'attouchement sur un mineur et il ne consomme pas de pornographie juvénile. Pour lui, hors de question de passer à l'acte. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est quelque chose que j'éprouve, qui est plus fort que moi. Dans le cas de la pédophilie, je sais que c'est mal, que c'est pas quelque chose à faire. J'ai pris conscience, justement, que ça peut être très, très dommageable pour un jeune d'avoir une relation avec un adulte. Dans le langage populaire, les termes pédophile et agresseur d'enfants sont souvent utilisés comme synonymes. Mais sur le plan scientifique, il y a une différence. Dans le manuel de psychiatrie, le DSM-5, la pédophilie se définit comme une attirance sexuelle envers un jeune prépubère. Certains experts y ajoutent aussi l'hébéphilie lorsqu'il est question de jeunes à peine pubères. Ce qui est le plus important à comprendre, c'est que la pédophilie est différente de l'agression sur des enfants. La pédophilie, c'est l'intérêt sexuel, qu'il y ait ou non passage à l'acte. L'agression sur un enfant, c'est le comportement, c'est le crime. Tous les pédophiles ne sont pas des agresseurs, et tous les agresseurs ne sont pas des pédophiles. En fait, on estime que le tiers des agresseurs d'enfants sont véritablement pédophiles. Et la majorité des pédophiles, comme Xavier, ne commettent jamais d'agression. La différence entre les pédophiles qui agressent des enfants et ceux qui ne le font pas est la même qu'entre un homme hétérosexuel normal qui commet un viol et un qui ne le fait pas. Un homme qui commet un viol ou un pédophile qui agresse un enfant ont d'autres problèmes dans leur tête. C'est généralement ce qu'on appelle un comportement antisocial ou, dans les pires cas, de la psychopathie. La loi est claire. Tout individu qui a un contact sexuel avec un enfant est coupable d'un acte criminel, qu'il soit pédophile ou non. Mais en déterminant s'il est réellement pédophile, on peut mieux évaluer son risque de récidive. Quelqu'un qui va le refaire, c'est plus souvent quelqu'un qui a vraiment la pédophilie, donc qui a une attirance de base envers des enfants. Ceux qui l'ont fait sous l'effet de l'alcool, par exemple, ou de l'impulsivité, ou d'une opportunité, vont préférer les femmes ou les adultes. Donc, eux autres, ils risquent moins de récidiver. Un défi se pose alors. Comment savoir si une personne est véritablement pédophile? Une équipe de chercheurs de l'Institut Philippe Pinel de Montréal a mis au point une méthode unique au monde pour diagnostiquer la pédophilie de manière fiable. On voulait avoir un marqueur biologique de l'excitation sexuelle pour voir l'attirance sexuelle. Donc, en passant par l'électroencéphalographie, qui est une mesure de l'électricité générée par des neurones du cortex du cerveau. Christian Joyal a mené ses études sur des participants non pédophiles. Il leur a montré différentes images, dont certaines à caractère sexuel,
tout en mesurant les ondes émises par leur cerveau. Et donc, on voulait voir c'est quoi la signature du cerveau lorsqu'il y a une excitation sexuelle. Résultat, lors d'une excitation sexuelle, l'activité cérébrale est plus intense dans l'aire dite sensorielle, située au centre du cerveau. En plus de l'électroencéphalogramme, le chercheur a eu recours à 2 autres instruments pour mesurer la réaction des participants. On a aussi la plétismographie. En fait, c'est un anneau de mercure qu'on met autour du pénis pour mesurer la circonférence. Et on a aussi du traquage oculaire. Et ça, c'est avec de l'infrarouge. On sait où la personne regarde à tout moment. En même temps, on a l'érection, on a les yeux, puis on a le cerveau. Fait que là, on a pas mal tout pour dire, effectivement, nous avons ou pas un marqueur biologique de l'attirance sexuelle. Lorsqu'un pédophile regarde des images d'enfants, cela déclenche chez lui les mêmes réactions physiologiques. Ces 3 instruments sont maintenant utilisés au laboratoire d'évaluation des préférences sexuelles de l'Institut Philippe Pinel pour diagnostiquer la pédophilie et déterminer le traitement à suivre. C'est un juge qui vous a envoyé ici pour faire l'expertise pour la cour. Vous allez rencontrer un psychiatre prochainement aussi pour tout ça. Les gens qu'on évalue ici, ça peut être des gens qui ont commis des crimes sexuels envers des enfants, d'autres qui ont commis des crimes sexuels sur des adultes, et il va y avoir des gens qui ont commis aucune forme de crime en tant que tel, mais qui ont par exemple eux-mêmes l'impression qu'ils ont par exemple des pensées déviantes envers des enfants. Ça les perturbe, donc ils vont venir par eux-mêmes sans même avoir passé à l'acte. La grande majorité des patients envoyés à l'Institut Philippe Pinel sont des hommes. Dans ce laboratoire, ils sont exposés à des images virtuelles d'enfants, d'adolescents et d'adultes dénudés. Une approche développée par le directeur du laboratoire, Patrice Renaud. On se trouve dans le laboratoire de réalité virtuelle de l'Institut Philippe Pinel de Montréal, où on a aménagé une voûte immersive de type cave, voûte qui est formée de 4 écrans sur lesquels on projette des images de synthèse et à partir desquelles on peut vivre une expérience tridimensionnelle en immersion. L'idée d'utiliser du virtuel m'est venue du fait qu'on retirait graduellement les images d'enfants réels utilisés en laboratoire parce que, pour des raisons éthiques, on considérait que c'était une victimisation à répétition. Donc, en utilisant des personnages synthétiques, on contournait cet écueil éthique. Certains patients sont attirés à la fois par des adultes et des enfants. D'autres réagissent uniquement aux images d'enfants, tandis que certains, qui ont pourtant agressé des mineurs, n'ont aucune excitation sexuelle à la vue d'un enfant. Ce type d'agresseur peut avoir ciblé sa victime parce qu'elle était vulnérable et non en raison de son âge. Ça aurait pu être une femme saoule, ça aurait pu être une personne âgée. À ce moment-là, ça aurait été un enfant. La problématique, elle est beaucoup plus dans la recherche de, par exemple, la domination, le contrôle de la victime. Et l'âge de la victime a, pour certaines personnes, peu d'importance. C'est vraiment le sentiment de contrôle qui vont les exciter. Comparativement qu'on peut avoir des gens qui vont commettre, par exemple, des agressions sexuelles, encore la même agression sur un enfant, mais la seule façon qu'ils sont capables d'avoir une excitation sexuelle, c'est en regardant des enfants. C'est vraiment important de prendre en considération de si la personne a une préférence sexuelle pour ça ou pas, pour les orientations sur le traitement. Mais ceux qui sont véritablement pédophiles, d'où leur vient cette attirance? C'est ce qu'a découvert le chercheur torontois James Cantor, une sommité mondiale dans le domaine des troubles sexuels. En analysant le cerveau de pédophiles et de non-pédophiles avec l'imagerie par résonance magnétique, il a observé des différences importantes dans la matière blanche. La matière blanche est composée des axones qui relient les différentes zones du cerveau. Le problème chez les pédophiles est que ces connexions ne sont pas reliées correctement. C'est un peu comme si elles étaient croisées. Les humains ont un instinct social naturel. Lorsque nous voyons un enfant, notre voix devient plus aiguë. « Es-tu perdu? Est-ce que je peux t'aider? » Nous devenons très protecteurs et c'est un instinct normal. Lorsque nous voyons une personne attirante, inconsciemment, chez les hommes, la voix devient plus grave, ils élargissent leur posture. Les femmes vont toucher leurs cheveux, accentuer leur poitrine.
C'est de la séduction qui fait partie de nos instincts humains fondamentaux. Mais chez les pédophiles, c'est comme si ces instincts étaient croisés. Leur cerveau déclenche une réaction de séduction parce qu'il ne peut plus distinguer quel stimuli est censé provoquer quelle réaction sociale. Which stimuli should be provoking which natural social response. James Cantor croit que ces différences dans la matière blanche se développent durant le premier trimestre de la grossesse. Il y a des raisons de croire que cela pourrait être influencé par les conditions de vie de la mère durant la grossesse. Ce n'est pas vraiment dû à un gène transmis par les parents, bien qu'il puisse y avoir des gènes qui augmentent le risque de problèmes développementaux. Mais c'est plutôt dû à ce qui se passe durant la grossesse. Le stress maternel, la malnutrition, les conditions de vie difficiles, tous ces facteurs influencent fortement la soupe chimique dans laquelle le fœtus se développe. Nous avons toutes les raisons de croire qu'en améliorant les soins et l'alimentation donnés aux femmes enceintes, nous pourrions réduire non seulement la pédophilie, mais toutes sortes de problèmes qui se développent durant la grossesse. Les pédophiles seraient donc nés avec cette attirance envers les enfants. Mais sont-ils condamnés à devenir des agresseurs? Ah non, 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 ils ont le choix, ils sont même responsables, c'est pour ça qu'ils vont être emprisonnés. Ils doivent absolument pas passer à l'acte. Et quand je dis passer à l'acte, je le répète, c'est pas juste de toucher un enfant. Que consommer de la pornographie juvénile, là, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont été exploités là-dedans. Les gens n'ont aucun contrôle sur leur attirance sexuelle. Lorsqu'ils voient quelqu'un, ils sont attirés ou non. Mais le fait qu'ils ressentent cette attirance ne veut pas dire qu'ils ont perdu le contrôle sur ce qu'ils font. Les hommes hétérosexuels normaux sont constamment attirés par des femmes, mais ils ne les violent pas. Xavier est convaincu qu'il ne passera jamais à l'acte, mais il s'est résigné à vivre avec cette attirance involontaire. Si quelqu'un avait une baguette magique, c'est la première chose que je ferais disparaître chez moi. La pédophilie, c'est un objet de honte pour moi. Et, comment dire, il y a un désir en moi qui ne sera jamais satisfait à cause de ça. La pédophilie est ancrée dans le cerveau. Mais les pédophiles sont-ils condamnés à vivre avec cette attirance? Plusieurs personnes pédophiles croient qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a aucun espoir d'améliorer leur sort. Alors ils désespèrent et ils finissent par se convaincre que ce qu'ils font n'est pas mauvais. Quel espoir ont les pédophiles qui veulent se débarrasser de cette attirance? On ne peut pas transformer un pédophile en non-pédophile, tout comme on ne peut pas transformer un homme gay en homme hétéro. Mais tout n'est pas perdu. La majorité des experts s'entendent pour dire que même si l'on ne peut pas guérir la pédophilie, on peut la traiter. C'est ce que fait le psychiatre Paul Fedorov. À la clinique des comportements sexuels du Centre de santé mentale Royal Ottawa, il a traité des centaines de pédophiles depuis une quinzaine d'années. La majorité d'entre eux ont commis des crimes sexuels. C'est le cas de Philippe, qui a été condamné pour possession de pornographie juvénile. Je regardais des photos puis des vidéos d'enfants sur Internet. Les enfants qui m'attiraient, ça allait de 8 ans à 12 ans. Now, do you think that you need treatment now? À travers sa thérapie, le docteur Fedorov entraîne le patient à réorienter son attirance des enfants vers les adultes. Your problem, I guess, was that you had some sexual interest in children, is that right? Dans un premier temps, le patient reçoit des médicaments qui sont généralement destinés à traiter le cancer de la prostate, mais qui ont comme effet secondaire de réduire la libido.
L'idée est de supprimer leur libido pendant que nous les aidons à développer un intérêt et un comportement normal. Une fois qu'ils sont dans une relation saine et équilibrée avec une personne de leur âge, nous arrêtons les médicaments et leur libido revient, mais dans le cadre d'une relation saine. Cela fonctionne très bien. Une fois que les patients arrêtent la prise de médicaments, ils doivent aussi s'entraîner à diriger leurs fantasmes vers les adultes. Nous leur disons de se pratiquer à penser à des adultes lorsqu'ils se masturbent. Et s'ils ont de la difficulté à le faire, ils devraient regarder de la pornographie montrant des adultes, afin qu'ils pensent à ça lorsqu'ils deviennent excités. Une approche qui a fait ses preuves pour Philippe. Quand je marche dans la rue, j'essaie de me concentrer sur les femmes au lieu des enfants. Puis à force de faire ça, ça m'aide à juste penser aux femmes. Cependant, ces patients devront contrôler leur attirance pour le reste de leur vie. Un grand nombre de mes patients me disent qu'ils n'ont plus d'intérêt envers les enfants. Certains vont dire qu'ils ont perdu l'intérêt, mais que ça revient dans certaines situations. L'essentiel pour lui, c'est que ceux qui ont agressé ne recommencent plus. Notre clinique existe depuis environ 16 ans. Et depuis, aucun des hommes qui a suivi ce programme n'a récidivé en commettant une agression. Après moi, ça, c'est un artefact. Le chercheur en psychologie Patrice Renaud veut aller encore plus loin. Il y a une partie du problème, quand on parle de l'agression de victimes innocentes, qui repose sur la capacité de ressentir ce que vit la victime. Donc, s'il y a meilleure empathie, il y a plus de chances que la personne soit inhibée et ne passe pas à l'acte parce qu'elle va comprendre le mal ou l'inconfort de la victime. Il développe un traitement basé sur le neurofeedback. L'agresseur est exposé à des personnages virtuels pendant qu'il est connecté à un électroencéphalogramme qui mesure les ondes cérébrales associées à l'empathie. Plus il fait d'efforts pour ressentir de l'empathie, plus le personnage réagit. Le neurofeedback, c'est l'utilisation de réponses cérébrales pour animer en temps réel du contenu virtuel. Donc, en concentrant l'attention et l'activité cérébrale, ce qu'on veut, c'est que le participant soit capable d'amener le personnage vers lui. Et c'est comme ça qu'il y a renforcement de l'activité cérébrale associée à l'empathie. Cette approche est encore expérimentale, mais elle pourrait être utile pour tous les types d'agresseurs. Cependant, un dilemme se pose pour les pédophiles qui n'ont jamais passé à l'acte. Comment obtenir de l'aide sans craindre d'être signalé aux autorités? Au Canada, les médecins et les psychologues peuvent briser le secret professionnel s'ils estiment qu'il risque d'y avoir une victime. Cela fait en sorte qu'ils ne consultent pas puisqu'ils savent que je vais les dénoncer. Alors au lieu de recevoir le patient en thérapie, où je pourrais lui fournir des médicaments qui réduisent sa libido et lui apprendre à résister à son excitation, cette personne circule dans la société sans aucune supervision. C'est pour éviter cela que l'Allemagne a créé un programme unique au monde appelé Dunkelfeld, un terme allemand qui signifie « zone sombre ». À travers le pays, plusieurs cliniques proposent aux hommes attirés par les enfants de suivre des thérapies préventives en toute confidentialité. Depuis 2005, des centaines de pédophiles ont suivi ce programme. L'Allemagne a une approche très différente à cette situation et les autres pays seraient très intelligents de suivre leur exemple. Ils protègent la confidentialité entre le médecin et le patient mieux qu'ailleurs dans le monde.
En Allemagne, si un patient va voir un médecin ou un psychologue et lui dit « Je crois que je suis attiré par les enfants », le professionnel doit garder le secret. Ils ne peuvent pas le dénoncer. Ainsi, les médecins peuvent entamer la thérapie nécessaire. Le Centre de santé mentale Royal Ottawa veut s'inspirer de cette approche. Nous aimerions vraiment traiter les gens qui ne sont jamais passés à l'acte et nous nous apprêtons à publiciser que nous offrons un traitement qui n'implique pas de se faire arrêter et qui fonctionne. En attendant, plusieurs pédophiles abstinents trouvent des ressources en ligne. Xavier fréquente régulièrement le forum Virtuous Pedophiles, où se retrouvent des gens comme lui qui se sont engagés à ne jamais toucher à un enfant ni à consommer de pornographie juvénile. Ça m'aide. Je suis en contact avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, donc je me sens moins seul. C'est une forme de soutien mutuel entre personnes qui auraient beaucoup de mal à trouver de l'aide auprès de leur père, c'est-à-dire leur entourage familial ou social. Tous les efforts déployés pour mieux traiter la pédophilie visent le même objectif: protéger les enfants. Si je devais avoir une seule influence majeure dans ma carrière, ce serait cela. En rendant l'aide accessible aux pédophiles qui sont conscients de leur situation, non seulement cela les aide, mais c'est sans doute le meilleur moyen d'éviter qu'il n'y ait de victimes.